Il a, il a tout cassé dès le début. C'est pas grave, c'est pas en direct. Tout va bien, tout va bien. On la refait. Bonjour à tous, c'est le Big Talk, en compagnie de deux acolytes qui, je pense, vous rappelleront quelques personnes. On va commencer par le premier, l'innommable, le journaliste, le très représentant du sol olympique, évidemment, Monsieur Étienne Cordic. Bonjour à tous. On va continuer avec le deuxième innommable, évidemment, qui est en duplex. On a un duplex, monsieur. Comment c'est chez vous, monsieur? Je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Oui, il fait très chaud ici, 35, et ça va très bien. Commençons. Nous sommes ici pour parler du coup du Big Talk avec nos deux amis. La dernière fois, normalement, je vous avais laissé avec un certain Big Talk où on avait parlé justement des changements dans le football. On avait fait 2 vidéos par rapport à ça. On avait parlé essentiellement du coup de pourquoi le football avait changé. D'ailleurs, c'est une phrase qui avait été prise évidemment par une personne que vous connaissez, qui est évidemment ici, mais que je ne nommerai pas, évidemment, à vous de le deviner. On avait du coup parlé des phénomènes, de comment le football avait changé entre l'époque de nos pères, de nos grands-pères potentiellement, et l'époque actuelle où nous vivons, justement. On avait aussi parlé du fait qu'on avait une appréciation et une appétence du sport qui avait évolué avec le temps, justement, et qu'on était du coup davantage maintenant dans la spectacularité du football et moins dans ce que le football fait au fur et à mesure du temps. On avait aussi évoqué le fait qu'il y avait une certaine mondialisation du football et qu'on cherchait maintenant de plus en plus à une consommation excessive du football avec tous les diffuseurs, tous les matchs, toujours plus. Et on a d'ailleurs vu là avec la Coupe du Monde des clubs, mais on en reparlera évidemment un petit peu plus tard. On avait parlé aussi de l'élitisation du football, on voulait vraiment les meilleurs au détriment d'autres potentiels à développer. Et on avait aussi fini par parler du fait que c'était un certain clivage générationnel parce qu'on avait différents âges et différentes visions du football et que des fois on n'avait pas la même vision que nos amis, que nos pères, que nos frères, et c'est ça qui faisait qu'on avait une vision différente du football. Pour commencer sans plus attendre, après cette très longue mise en bouche... Et vous trouvez ça drôle? Ah non, non. Moi non plus. On va établir la question du jour, qui va être très simple mais très compliquée à répondre aussi. Comment l'argent et le pouvoir ont changé la façon de consommer du football. Pour parler de cela, on va commencer par notre premier élément de réponse pour exposer cela. Et on va du coup expliquer en quoi du coup cette vision globale du football est différente à cause de l'argent qui est prédominant maintenant dans le football. Je vous laisse du coup, je sais pas qui va commencer à prendre la main par rapport à ça. Je vous laisse prendre la main, on va commencer, allez tiens. On va commencer ça vraiment par Monsieur Martin qui me regarde. Je te laisse commencer pour répondre à cette question-là. Je te laisse. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, cher ami. C'est une question compliquée déjà, mais j'ai un peu une réponse à double sens parce que en soi l'offre est plus importante pour un amateur de foot comme nous sommes, toujours plaisant. Cependant, l'offre et la demande n'est pas toujours au rendez-vous. C'est souvent le problème entre les diffuseurs ou même les prix des abonnements. On en parlera plus tard. Mais moi, personnel, voilà, ça, j'apprécie voir du foot toute l'année, mais c'est vrai que là, par exemple, cette Coupe du Monde de club, c'est un peu un surplus global, hein, je suis pas le seul à le dire, hein, c'est pas une nouveauté, mais moi, dans l'ensemble, je suis pas contre tout ça. Okay. Faut savoir aussi grandir avec son époque et accepter ce changement. La Coupe du Monde des clubs, ça peut être une bonne chose. Après, il y a pas que ça. Et beaucoup de joueurs se plaignent des trop de matchs, voilà, de moins en moins de coupes nationales, par exemple, dans tous les pays. Donc, à voir par la suite, mais moi, pour l'instant, je suis pas contre tout ça. J'attends de voir un peu comment ça évolue. Mais justement, pour continuer là-dessus, là tu parles très justement de la Coupe du Monde des clubs. Toi justement, est-ce que tu as suivi cette Coupe du Monde des clubs avec un œil de spectateur aguerri, en l'occurrence parce que tu avais les clubs que tu aimais qui jouaient cette Coupe du Monde là, parce qu'ils ont beaucoup joué là-dessus, hein, en mettant le Real, le Paris Saint-Germain, etc. Ou est-ce que tu as suivi plutôt cette Coupe du Monde des clubs là au travers le prisme des nouveaux clubs, avec les clubs sud-américains, avec des choses comme ça qui sortaient de l'ordinaire justement? Alors, je vais être franc, j'ai regardé quasiment aucun match. J'ai regardé 2, je pense, dans la compétition. Voilà. Mais je préfère regarder l'Euro Espoir, c'était un très bel Euro. Mais quand je dis, je n'ai pas été vraiment intéressé, donc j'ai suivi les résultats, mais sans regarder les matchs. J'ai aucune attirance pour la compétition et peu importe le vainqueur, ça aurait été Paris, qui aurait été champion, ça m'aurait fait chier. Bah ouais, logique. Mais là-bas c'est Chelsea, mais écoute, tant mieux pour eux. Voilà, j'ai pas vraiment d'appétence pour la compétition pour l'instant. On va introduire mon ami Étienne, qu'en penses-tu de cela pour l'instant? Bah écoute, moi la Coupe du Monde des clubs, je l'ai suivi un tout petit peu de loin aussi, un peu comme Martin, suivi de loin au sens propre comme au figuré. Comme vous savez, je travaille en Guyane à 8000 km de la France. Combien?
mais la Guyane qui se trouve à côté du Brésil. Et en Europe et même en France, la Coupe du Monde des clubs n'avait pas beaucoup d'engouement parce que c'était une compétition en trop. Mais pour être à côté du Brésil, cette Coupe du Monde des clubs a eu un très fort engouement populaire. La preuve, c'est que les clubs brésiliens comme Botafogo ou même Palmeiras, je crois, ont brillé pendant cette Coupe du Monde des clubs. Enfin, cette Coupe du Monde des clubs n'est pas perçue de la même manière en fonction des continents. En Afrique, c'était un superbe événement aussi, un événement qui était attendu parce que c'est pas tous les jours qu'ils affrontent des clubs européens, donc c'est une perception du foot qui est différente. Enfin, pour moi, c'est la compétition d'excellence pour certains, pour Gianni Infantino, pour pas le nommer, le président de la FIFA, qui sert juste à rapporter de l'argent à la FIFA, qui est une Coupe du Monde qui doit se dérouler tous les 4 ans selon le divin chauve, comme peuvent le nommer certains, mais qui aimerait ramener à tous les 2 ans pour ramener plus d'oseille entre guillemets, mais on a vu que c'était un gâchis aussi financier parce que les places se sont pas beaucoup vendues aussi. Mais du coup, là, dans ce que tu dis, Étienne, moi, ce que j'ai l'impression que tu essaies d'évoquer, c'est le fait qu'il y a une certaine élitisation du coup du football, où on veut vraiment que les meilleures équipes qui fassent la meilleure compétition, dans l'esprit justement de faire la Super League, comme avec du coup commencé à essayer de proposer ce bon vieux Florentino Pérez, dans le côté Super League du sport, avec toutes les meilleures équipes de chaque continent, vous serez plutôt pour ou plutôt contre? C'est-à-dire qu'on a vraiment le côté Ligue des Champions, où il y a des petites équipes des fois qui peuvent rentrer. Là, on garde vraiment que les meilleurs, et on fait une Ligue des super champions du coup, avec les meilleures équipes. Toi, mon ami Martin, qu'en penses-tu? L'idée est intéressante parce que on découvre des clubs, on redécouvre des clubs. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a certaines inégalités. Déjà, une équipe comme Chelsea qui a 50 joueurs dans son effectif, on est en fin de saison pour les clubs européens. Donc, beaucoup de joueurs étaient cramés. À Chelsea, c'est un peu moins le cas, forcément, de roulement. Mais si on prend un club brésilien, eux, ils sont en pleine saison. Ils sont plus rodés, forcément. Et même s'ils ont des joueurs théoriquement moins talentueux, même si c'est pas forcément le cas, ça paraît quand même assez inégal d'affronter des équipes en fin de saison, donc qui sont en milieu de saison de leur championnat. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, comme Étienne, c'est beaucoup pour l'argent. Oui, dans le sens global, je trouve ça dommage de mélanger. Même si ça fait des belles affiches qu'on voit pas souvent, c'est dommage. Ouais, les équipes européennes étaient juste là pour prendre l'oseille, tout simplement, dans cette Coupe du Monde des clubs, et que ça arrangeait bien tout le monde de jouer entre guillemets cette Coupe du Monde des clubs, même si pour certains clubs européens, ils avaient déjà 60 matchs dans les pattes, ce qui est énorme. Certains l'ont joué quand même. Est-ce qu'ils étaient au top physiquement? Non. Juste pour te couper, justement, pour ajouter une petite stat, j'avais vu que Federico Valverde avait fait plus de 60 matchs quand il arrivait justement en quart de finale après de la Coupe du Monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. Et alors, pour faire une petite parenthèse, parce que j'avais déjà eu le point de vue de vieux par rapport à ça, et avec le fait d'avoir beaucoup de matchs, etc., qui commençaient à se plaindre par rapport à ça. Et on a vu d'ailleurs Varane, avant de... je te vois rigoler. On a vu aussi Varane commencer à se plaindre d'ici la fin de sa carrière. On a vu d'autres aussi grosses têtes d'affiche de l'ancien football qui commençaient aussi à en parler. Pour te laisser continuer du coup par rapport à cela, toi, Étienne, qu'en penses-tu justement de cette élitisation du coup du football avec toujours plus de matchs? C'est épuisant. Moi, après les matchs, j'arrive pas à dormir parce que tu es encore sous tension. Et quand tu commences un peu à redescendre de cette tension, tu reprépares le prochain match et tu repars. Quand tu regardes les joueurs qui sont au top niveau pendant un moment, soit tu as des creux au niveau performance, où tu es plus performant pendant quelques mois, il y a des joueurs au top niveau qui sont moins bons, soit tu as la blessure. Mais c'est impossible d'être... c'est pas un robot. Ouais, voilà, c'est pas faisable. De plus en plus de matchs, et que parfois ça peut être une overdose aussi de matchs avec cette Coupe du Monde des clubs. Certains qui sont présents ici l'ont suivi de très loin, et moi je voyais pas l'utilité de cette coupe en fait. Élitisation, trop de matchs diffusés pour une histoire d'argent en fait. Mais moi, souvent du point de vue des joueurs, est-ce que du coup ça te choque ou est-ce que ça t'embête d'avoir du coup un joueur qui se plaigne de faire autant de matchs dans une saison? Ou est-ce que tu te dis peut-être d'un autre point de vue, comme certains du coup l'ont développé, et certains que je ne nommerai pas ici, que c'est juste leur travail et qu'ils doivent pas se plaindre et que c'est normal qu'ils fassent autant de matchs?
Je suis assez partagé. J'ai envie de te dire, j'ai envie de te répondre. Les deux, en fait, c'est à la fois leur travail. Ils sont professionnels. Ils gagnent. Je veux pas faire le. Je veux pas faire le démago, mais ils sont payés des millions pour jouer au foot. Mais en même temps, un joueur n'est pas un robot, n'est pas une intelligence artificielle, et donc, au bout d'un moment, bon, physiquement, ça peut péter. Bon, même si les préparations physiques se sont améliorées au fil des années et que on se prépare, les équipes professionnelles se préparent à jouer autant de matchs dans la saison. Mais au bout d'un moment, il faut qui dit jouer 60 matchs par saison, dit aussi recrutement aussi de joueurs en plus pour jouer certaines compétitions, pour éviter que certaines équipes jouent avec le même 11 toute l'année, sinon t'es cramé à la fin de la saison. Je te renvoie la balle, mon ami Martin, mais avant toute chose, du coup, avant que tu dises ton point de vue par rapport à ça, j'aimerais du coup juste préciser quelque chose par rapport à ma question. Est-ce que du coup, tu as l'impression qu'on a vraiment maintenant davantage de volonté d'avoir des athlètes que des sportifs, et que du coup, c'est logique qu'on demande à un athlète de faire autant, ou est-ce que dans tous les cas, c'est même pas une question de cela, et que c'est juste une question de dès l'instant où tu fais ce sport qu'est le football, tu dois te taire, on va dire ça comme ça, sur le fait de faire autant de matchs dans une saison, parce que dans tous les cas, tu dois faire ce qu'on te paye pour faire à la fin, quoi. Qu'en penses-tu ? Je pense que ça pourrait être un sacrifice, entre guillemets, de faire du football professionnellement. Les gars doivent être prêts physiquement tous les 2-3 jours. Ça pourrait être le cas depuis 30-40 ans. Et pour moi, ils n'ont pas leur avis à donner là-dessus. C'est normal de jouer autant et de faire autant. Et comme on en a déjà parlé, moi, ça me fait vraiment rire d'entendre le foot ou autre se plaindre. Et justement, cette compétition, c'est l'occasion de voir des jeunes joueurs, des équipes qui ont fait tourner, d'autres non. C'est dommage. C'est l'occasion, par exemple, au Real, de voir un Gonzalo Garcia. On l'aurait jamais vu en Liga. Et ça peut montrer des joueurs en début de saison, hop, passe directement en équipe pro. Voilà. Paris a pas fait tourner, par exemple. Et moi, je reviens, c'était une déclaration qui a été faite par d'autres anciens joueurs qui disaient que pas de chance par rapport à se gagner. Et jouer tous 2-3 jours, je pense pas que ça soit inhumain. Voilà. Après, les joueurs sont de moins en moins athlétiques parce qu'ils font pas d'efforts, ils font moins de privations qu'avant. Moi, c'est mon point de vue, mais je sais qu'il y a une part de vérité. C'est pas tous les joueurs, mais la grande majorité. C'est ça aussi le problème, c'est que les joueurs sont moins pro, ils préfèrent s'amuser en dehors que passer leur temps à s'entraîner et faire plus de privation que de s'amuser à côté. Ouais. Donc, je dis pas que ce soit des robots et qu'ils fassent que du sport tout le temps, mais un peu plus. Voilà. Moins de loisirs. Monsieur Koundé, il aime bien ça. Et plus d'entraînement. Et justement, je te laisse la balle juste 2-3 minutes parce que est-ce que comme tu étais en train d'expliquer, t'as l'impression que des icônes comme CR7 ou comme pour celui qui est à Brighton, Milner, justement, c'est des joueurs qui justement ont une hygiène de vie et des privations qui sont plus grandes et qui les ont amenés là-bas, ou est-ce que c'est juste des exceptions qui sont là parce que, voilà, en gros. Les deux cas très intéressants, parce que Neymar, le meilleur joueur du monde, pour moi, qui est là parce qu'il a fait beaucoup de travail et qu'il s'est privé de beaucoup de choses, et que du coup, il a un énorme salaire, mais je respecte énormément qu'il a travaillé pour en arriver là. D'un côté, t'as James Milner, qui est pas un mauvais joueur, qui est un joueur moyen de première ligue, un bon joueur de première ligue, un joueur discret, mais il va jamais se plaindre. Il a 40 ans, il a une meilleure condition physique que des mecs qui ont 20-25 ans. C'est pas normal. Voilà. Et du coup, ce mec-là a tout mon respect. Voilà. Alors, je suis pas fan du joueur, mais il a tout mon respect. Ça me va. Et du coup, pour te passer la main, Étienne, est-ce que tu estimes que justement, un joueur qui a, je sais pas moi, 20, 21, 22 ans et qui n'arrive pas à tenir 90 minutes sur un match, c'est normal parce qu'il n'a pas encore vraiment le bagage physique qu'il doit avoir, ou est-ce que c'est pas normal parce que du coup, ça veut dire qu'il a moins de privation, qu'il se laisse plus aller et qu'il a moins la tête au football qu'il devrait avoir par rapport à son âge? Ça dépend de plein de paramètres. T'as aussi l'entourage aussi, et c'est que pour moi, un jeune de 21, 22 ans doit être capable de tenir 90 minutes. Pourquoi ? Parce que les jeunes sont prêts physiquement de plus en plus tôt. On a des joueurs de 16, 17, 18 ans qui sont déjà des titulaires indiscutables dans certains grands clubs. Lamine Yamal. Oui, entre autres pour ne pas le citer, ou Kylian Mbappé qui a débuté à 16 ans à Monaco. Exactement. C'est pas 17 ans
Fais confiance. Ouais, c'est vers 16-17 ans, en tout cas, des jeunes joueurs sont prêts de plus en plus tôt. Et donc, à 21-22 ans, t'es censé durer 90 minutes. Sinon, ça veut dire que soit t'as un mauvais entourage, ou que tu t'entraînes pas correctement, ou peut-être que tu fais la bringue à côté et que tu n'assumes pas. Je suis pas en état de conduire, mais attends, il faut pas que je m'écoute, je suis bourré. Très bien, souviens-toi des règles pour boire et conduire. Tu vas doucement, mais pas trop doucement. Tu bois un coq, ça te donne un coup de fouet. Mais qu'est-ce que... Parce que tu peux faire la bringue à côté et assurer derrière. Je vais prendre un exemple comme Kobe Bryant ou Michael Jordan au basket qui faisait la bringue tous les soirs mais qui assumait sur le terrain et qui était décisif. Justement, ça c'est ça qui est intéressant et que ça va me faire du coup passer à notre prochain sujet. Là, du coup, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que vu qu'il y a du coup des joueurs qui sont potentiellement du coup prêts de plus en plus tôt, c'est naturellement normal que parmi ces joueurs-là, on sélectionne ceux qui vont durer plus longtemps sur un match de foot, justement, pour en faire les meilleurs dans un sens. Parce que du coup, c'est ceux qui vont apporter le plus de garanties sportives. Et là, par rapport à ça, du coup, est-ce que ce dérèglement de marché-là potentiel, avec du coup des joueurs qui, vu qu'ils sont prêts très tôt, vont du coup partir très tôt vers les top clubs, parce que c'est ce que les top clubs demandent, une certaine régularité, une certaine volonté d'un joueur d'être prêt très tôt pour être performant très tôt, mais du coup des joueurs potentiellement comme Yamal qui peuvent déjà valoir des centaines de millions d'euros, des Cherki qui étaient prêts très tôt, pardon, ou même là des joueurs comme Wirtz qui sont quand même relativement tôt et qu'on a découvert très tôt et qui partent, notamment d'ailleurs comme Wirtz qui partent pour des centaines de millions d'euros, etc. Est-ce que du coup ce dérèglement de marché là est positif pour le monde du football, ou est-ce que ça prouve juste qu'au final on jette un peu des joueurs très tôt dans le grand bain et que si ça fonctionne pas, c'est un peu de leur faute en somme. Qu'en penses-tu? Après, les joueurs que tu as cités, ce n'est pas n'importe quel joueur non plus. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas le niveau de Wirtz ou de Lamine Yamal. Je vais y arriver. Après, oui, tout dépend de l'entourage aussi. Après, jeter des joueurs pas dans la nature, mais le fait qu'ils soient prêts tout de suite. Parfois il peut y avoir une certaine lassitude du foot au bout d'un moment, ou quand t'as commencé très tôt, au bout d'un moment, tu peux en avoir marre du foot. On le voit avec Mbappé au Real Madrid par exemple, où malheureusement il est loin d'avoir son niveau qu'il avait au Paris Saint-Germain en équipe de France au moment de la Coupe du Monde 2022. Même certains vont me dire il a marqué 42 buts lors de la dernière saison au moment où on tourne cette vidéo, mais il a pas le même niveau, il n'a pas la même démarrage, pas le même jump, pas le même physique non plus. Donc oui, le fait de démarrer très tôt, ça peut aussi mettre... il y a un danger de certaines lassitudes au bout d'un moment, puis l'entourage, je n'en parle même pas, qu'il peut y avoir autour de certains joueurs. Oui, et d'ailleurs justement merci, parce que ça me fait un pont d'or, comme on dit, pour ma question que je vais poser à Vieux, pour aller dans la continuité de tout cela. Hachim Mastour, je pense que tu connais ce joueur évidemment. Est-ce que ça n'a pas été du coup le premier phénomène lancé dans le grand bain trop tôt, ou est-ce que c'est juste un épiphénomène selon toi qui est juste malheureusement tombé au mauvais endroit au mauvais moment, Martin? Encore une fois, une question pas évidente pour moi, je vais dire. Alors, je dirais que pour beaucoup de jeunes, c'est pas mal de spéculation. C'est un peu comme si on jouait à la bourse. C'est un joueur très cher parce qu'il a du talent sur le terrain, mais tu vois des petites actions intéressantes, c'est dribbler très bien. C'est pas que ça. Aujourd'hui, on joue avec des systèmes surtout. C'est pas le talent d'un joueur qui compte, pour beaucoup d'équipes. Donc, Mastour, oui, ça a été un petit peu une déception pour beaucoup. Mais au final, là, je crois qu'il est en D4 italienne maintenant, un truc comme ça. C'est ça. Donc, est-ce que lui, il a fait ce qu'il fallait? On pourra jamais le savoir. On pourra jamais le savoir. Comme disait... C'est ça. Après, que ça parte trop tôt au Milan, c'est une possibilité aussi. Ouais. Il avait 15 ans, il me semble. Donc, compliqué parce qu'on connaît pas trop de joueurs finalement. Hein. On n'a pas trop vu jouer. C'est ça qui est intéressant, parce que là, je sais que tu veux interagir, mais justement, Étienne, par rapport à Hachim Mastour, par rapport à d'autres joueurs,
est-ce que l'entourage a vraiment, parce que moi du coup je me rends pas compte, je suis juste un simple spectateur de football, mais est-ce que l'entourage du coup a une vraie importance pour un joueur de football par rapport à l'argent, par rapport aux sommes, par rapport à toutes ces choses-là, ou est-ce qu'on n'en fait pas trop avec ça et qu'au final, si le joueur de foot a envie de signer un contrat ou s'il a envie de faire quelque chose, c'est au final c'est simplement lui qui décide. Oui, non, l'entourage est très important et un joueur doit être bien entouré de plus en plus aujourd'hui. Dans les entourages, t'as l'agent, t'as peut-être aussi pour certains un avocat mandataire, mais aussi dans les transferts, dans les deals, un frère, un cousin qui veut s'incruster dedans et t'as un certain transfert, certains deals qui sont faits pour donner de l'argent à ce fameux entourage, à ce fameux frère ou un cousin qu'un joueur ne connaissait pas qui vient s'incruster dans le deal. Donc non mais c'est la petite référence. J'aime bien. J'aime bien aussi. Certains clubs donnent beaucoup de commissions d'agents à des agents du coup, voilà, donc... Et du coup, ça veut dire que c'est plus simplement le joueur qui va décider de sa carrière, ça va vraiment être les personnes autour qui vont lui mettre une certaine pression pour faire quelque chose. Et donc, c'est plus vraiment la faute du joueur, malheureusement, parce qu'après, évidemment, c'est lui qui est sur le terrain, mais c'est plus forcément sa faute s'il est transféré d'un club à un autre, mais davantage, du coup, une personne qui va décider que ce joueur-là va aller ici, etc., etc. Oui, ça peut être, pour certains joueurs, ça peut être comme ça aussi, et certaines familles aussi, qui vivent dans la précarité, que ce soit en France ou même dans d'autres pays, misent tout sur le gamin, pour qu'il sorte de la famille, de la misère grâce au football. Mais sauf que t'as 0,01% de gamins qui arrivent à devenir professionnels. Je vais pas parler du cas de Paul Pogba. Ah non, je ne qui a été victime d'escrocs et c'est lié à son entourage aussi en partie. Justement, pour continuer là-dessus, pour aller sur notre prochain sujet, là, moi, ce que j'entends aussi, c'est que il y a aussi un côté du club que ça arrange. Et est-ce que du coup, pour te donner la parole, Martin, est-ce que justement, il y a de plus en plus de clubs qui visent le profit plutôt que la compétitivité, pardon, et est-ce que du coup les clubs en profitent pas aussi des fois d'avoir un petit jeune qui fait beaucoup de stats ou beaucoup de choses intéressantes dans les catégories jeunes et en commençant dans le côté monde pro pour vite les expédier, gagner du coup de l'argent, donc établir du profit au détriment de leur compétitivité future du coup, parce que cet argent-là du coup ne va pas vraiment servir à recruter de nouveaux joueurs, mais davantage dans des deals ou une nouvelle Ferrari ou des choses comme ça qui vont être plus intéressantes pour le président que pour le club en lui-même. Qu'en penses-tu ? T'as bien résumé la situation de 80% des clubs du monde, je pense. Voilà, les petits clubs. Voilà, les clubs satellites et les clubs qui achètent les multi-propriétés. Mais oui, c'est exactement ça. Maintenant, on a un petit joueur qui joue, il joue 50 minutes en Ligue 1, il peut partir à 30 millions. C'est malheureusement triste, mais c'est ce que veulent aussi les clubs. C'est montrer leurs joueurs le plus tôt possible. Plus les jeunes, plus de la valeur. Voilà, le potentiel, c'est tout. Voilà, c'est un peu les deux. C'est le club, s'il n'a pas un bon projet derrière, c'est sûr que c'est pas évident. Si on prend un inverse, un équipe comme Marseille, il y a des choix logiques, d'autres non. Mais je pense que d'un côté, ça me paraît cohérent. Monaco, ça fait des années que ils ont de l'argent, c'est pas trop ce qu'ils en font. C'est pas très cohérent. Là, il y a Pogba qui arrive, quelques anciens, mis sur des anciens cracks, ils vendent leurs jeunes, comme souvent. Là, on parle de Ben Seguir qui peut partir à Marseille, je sais pas. Oui, pour compléter tout ce qui a été dit, ça s'appelle tout simplement du trading. C'est-à-dire que dès qu'un joueur joue 5 matchs en Ligue 1 et qui marque 5 buts, il peut le club peut le proposer à 20 millions et encore, je suis gentil, quoi. Et en France, malheureusement, c'est le cas, mis à part Paris, tous les clubs font du trading, ne cherchez pas. Et surtout qu'en Ligue 1, nos clubs souffrent de déficits structurels assez importants où ils sont obligés de vivre sur les transferts
parce qu'ils sont méga endettés, et parce que nos présidents ont vécu au-dessus de leurs moyens avec les droits télé, je crois, hein, c'est un sujet dont on parlera un petit peu plus tard. Donc oui, voilà, c'est la politique de beaucoup de clubs de vendre les joueurs au plus tôt pour renflouer les caisses, et parce que certains dirigeants de notre football, que ce soit en France mais partout dans le monde, hein, vivent au-dessus de leurs moyens, et que le football c'est aussi un petit peu de la politique et le moyen d'exister aussi. Encore une fois, très gentil de me faire une passe décisive là-dessus, parce que là, on va faire deux sujets en même temps, parce que les deux sont très très liés. D'un côté, comme tu l'as évoqué en premier lieu, est-ce que du coup, là c'est une question qui va être ouverte, donc à vous deux du coup d'y répondre naturellement, mais est-ce qu'on peut dire, par rapport à ce que tu as dit, au fait que les clubs vivent au-dessus de leurs moyens, etc., que c'est du coup en premier lieu dû au fait que la visibilité du football avec Canal+, avec les deals, etc., évidemment, qui ont participé, mais est-ce que du coup cette visibilité-là a été est maintenant plus facile avec Ligue 1+, avec le prix, etc., et est-ce que ça va amener du coup davantage de consommation, ou est-ce que de base du coup maintenant la vision qu'ont les Français du coup du football, en tout cas en France, est dans tous les cas très négative, et ne va pas du coup augmenter ces recettes-là, parce qu'ils ne vont pas prendre d'abonnement, et du coup ne vont pas miser sur le marché français, qui va faire que les clubs vont gagner moins d'argent à cause de cela, etc., etc. Et du coup, en somme, est-ce que le football maintenant, c'est devenu, enfin tout le monde, le football français, pardon, c'est devenu toujours aussi intéressant à regarder, ou est-ce que c'est plus comme c'était il y a 10-15 ans, où tout le monde regardait le football le week-end, etc., etc. Qu'en penses-tu ? Déjà, il y a 10-15 ans, le football était sur Canal. Canal+, qui est un pionnier dans la diffusion de la Ligue 1 en France. Ça a été, dès l'ouverture de Canal+, ça a été les pionniers, les premiers à diffuser la Ligue 1 en France en 1984. Et pour faire un petit rappel historique, ça fait 20 ans que les droits télé ont augmenté avant de baisser. Okay. Je m'explique, je vais y arriver. Un moment, dans les années vers 2008, je crois, t'as un concurrent à Canal+, qui est arrivé, qui s'appelle Orange. Et ce qui fait que pour avoir tous les matchs et éliminer Orange, Canal+ a décidé de doubler la mise et miser 600 millions d'euros pour la diffusion de la Ligue 1 chaque année, ce qui fait que la Ligue 1 était surestimée. Avec des prix qui sont montés naturellement. Avec des prix qui sont montés naturellement, et donc nos présidents, au lieu de profiter de cet argent pour développer les clubs, etc., ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, et décidé de demander de l'argent aux contribuables et tout. Et ce qui fait que les présidents ont voulu toujours plus, qui a amené à Mediapro en 2021. Un petit peu avant le Covid, ça a été signé vers 2019. Où le premier à crier, c'était Jean-Michel Aulas. On a éliminé Canal+, on va toucher le milliard. On connaît la suite, et le foot français n'a fait que dépérir, et nos présidents ne se sont pas remis en question, toujours vécu au-dessus de leurs moyens, et ensuite demander aux mairies et aux contribuables de payer le train de vie de certaines personnes. Mais là, du coup, je te coupe, je te laisse reprendre, voilà, un petit peu de gorgée d'eau, ça va faire du bien. Mais du coup, pour aller un peu plus loin, mon ami Martin, là, par rapport à tout cela, du coup, est-ce que toi, d'un point de vue extérieur, qui n'est pas dans le monde évidemment journalistique, est-ce que du coup, tu penses que c'est de la faute des présidents, on va dire ça comme ça, si le football actuellement en France est moins populaire, on va dire ça comme ça, ou c'est à cause des prix des abonnements, ou c'est un autre facteur? Qu'en penses-tu? Mais l'offre est intéressante, du coup, forcément.
Après, est-ce que la Ligue 1 est moins intéressante? Moi, titre personnel, voilà, sans rentrer dans le monde journalistique, je trouve que depuis 4-5 ans, la Ligue 1 s'améliore, malgré le fossé qui est entre Paris et les autres. Donc après, voilà, comme on disait par rapport à l'exclaration des joueurs, ça y joue aussi. Ça donne une mauvaise image, forcément, vous pouvez compter là-dessus. Après, s'il y a moins de stars, ça y joue aussi. C'est vrai que Paris nous aide beaucoup. Ils ont un projet sans stars maintenant, donc ça peut aussi jouer dans notre défaveur. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on est sur une pente positive. Donc à voir cette année déjà. Avec Ligue 1+, ça continue sur le bon chemin. Voilà. Mais du coup, petite question en rapide, est-ce que tu penses que Paris, enfin le PSG, a contribué à favoriser la Ligue 1, ou est-ce que tu penses que Paris a plus contribué à l'extinction, même si c'est vraiment toute proportion gardée évidemment, de cette bonne vieille Ligue 1? Ça double tranchant en fait, parce que dans un côté il nous tire vers le haut, d'un côté il nous tire vers le bas, parce que comme je disais, il y a un fossé énorme, mais d'un côté il y a beaucoup de gens qui regardent Paris, donc c'est compliqué d'avoir un avis encore une fois. Voilà, ça monte, ça descend. Ok, je comprends. J'ai une réponse assez différente sur ça, c'est que Paris a tout fait pour écraser la concurrence en fait. Ok. De la part de ses dirigeants, notamment dans la répartition des droits télé. Ces dernières années, Paris au niveau droits télé a pris 200 millions d'euros par saison. Quand nous, Marseille et les clubs qui ont joué la Coupe d'Europe ces derniers mois, en gros 4-5 clubs ont pris 90 millions de droits de télé et les autres, des miettes. Or, pour que notre championnat soit attractif, il faut qu'il y ait un minimum de concurrence. Et là, Paris fait tout pour l'écraser. Bon, certains supporters parisiens vont me dire, Paris a gagné la dernière Ligue des Champions et que Paris n'avait pas de concurrent, même en Ligue 1, on n'en a pas en Europe. Mais pour certains matchs, la concurrence aurait fait du bien. Je reviens à un exemple qui date d'il y a 30 ans, quand Bernard Tapie est venu à la présidence de Marseille. Tapie voulait absolument gagner la Ligue des Champions. Et Tapie, on peut en dire ce qu'on veut, mais en fait, Tapie a fait en sorte que pour que Marseille gagne la Coupe d'Europe, ça passait par avoir de la concurrence en Ligue 1 pour se préparer à la concurrence qu'il allait avoir en Coupe d'Europe. Ce qui fait qu'il a fait venir Canal au PSG à l'époque dans les années 90 et Jean-Michel Aulas en 1988 à Lyon. Ce qui fait que Marseille avait beaucoup de concurrence et les matchs des années 90 à Marseille en Ligue 1, c'était loin d'être des parties de plaisir, bien que Marseille avait des stars à l'époque. Donc oui, il a vraiment voulu élever la Ligue 1 pour élever son club, pour élever son pays, pour élever la Ligue des Champions. Oui, vraiment par palier. Et alors que le Qatar, leur but, pour certains dirigeants qataris à Paris, c'est que il y ait que Paris, que la concurrence n'existe pas en fait. Ce qui est un peu contre-productif, même si le contre-exemple c'est illustré cette année vu que Paris a remporté la Ligue 1 largement et la Ligue des Champions assez largement en finale. Mais là, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour commencer notre premier focus de l'émission, d'ailleurs encore une fois merci à vous, merci aux deux. Actuellement l'émission est vraiment intéressante et vraiment cool à suivre, je pense, donc merci à vous pour cela, c'est évidemment grâce à vous, même le duplex, encore une fois monsieur là-bas, merci encore une fois aussi à vous, mais pour continuer du coup